50, 40, 30, 20, 10. É isso, cá estamos nós em Missão Nacional por dia de sol e também de trabalho. E a Cecilina não está, tem de trabalhar. E para que isso aconteça, a melhor das formas... Luanda est la capitale de l'Angola, le plus grand et le plus riche pays d'Afrique australe, grâce au pétrole et aux diamants. Ancienne colonie portugaise, gouvernée depuis 1975 par un parti-État de tendance marxiste, le pays entame aujourd'hui une résurrection lente, après 27 ans de guerre civile. Bienvenue à l'aéroport international. Un aéroport à l'image de l'autre Afrique. Celle des romans de gare, des coups tordus, des trafics et des légendes. Un univers de fantasmes et de démesures, où se croisent des équipages et des avions qui ne devraient pas voler, des militaires, des humanitaires, des pilotes aventuriers et des compagnies aériennes hors normes. Jouan, commandant de bord, est toujours vivant. Même si son vieux Boeing fuit l'essence, même si depuis une quinzaine d'années, il transporte 17 000 litres de carburant, 3 fois par jour, pour ravitailler les mines diamantifères au nord-est de son pays. La fuite, c'est réglé? Oui, c'est bon. À la dernière révision, ils ont mis de l'enduit dessus. Ils devront le réparer vraiment à la prochaine visite. Si on enlève l'enduit, c'est mauvais, on ne peut pas voler. Depuis que j'ai commencé à voler, j'ai à peu près 25 000 heures de vol. C'est à peu près ce qu'aurait fait un pilote de 60 ans. Tout petit, j'avais déjà l'idée d'être pilote. Je me souviens d'une histoire, c'était dans la véranda de ma maison. J'alignais des chaises les unes derrière les autres et j'installais nos cousins quand ils venaient nous rendre visite. Je m'installais à l'avant en imitant le bruit de l'avion avec la bouche. On faisait un voyage d'1 heure environ et comme j'étais l'aîné, je leur interdisais de partir. Ils étaient obligés de rester à leur place. Et moi, j'étais là à faire le bruit de l'avion et à regarder de temps en temps en arrière pour voir si personne ne tentait de s'en aller. À cette époque, ma sœur faisait l'hôtesse de l'air. Elle passait dans la rangée distribuer de l'eau. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Calços os 25, não? Please. Start, cut out. There you go. Speed alarm. 6 speed, Michael. Yoko Joe. Flight level 190, up to departure. 80 knots. V1 rotate. On a toujours vécu avec la guerre dans ce pays. C'était la guerre avant,
à l'époque de la colonisation portugaise. Après la colonisation, on a accédé à l'indépendance et on a eu la guerre pour toujours. J'ai dû affronter la guerre depuis que je suis né dans ce pays. C'est un spectre qui vit à l'intérieur de nous. L'Angola bascule dans la lutte armée en avril 1961. Les insurgés se lancent à l'assaut de la prison de Luanda pour libérer les détenus politiques. La guérilla anticoloniale durera 13 ans. Alors que le Portugal s'enlise dans une sale guerre, à Lisbonne, la révolution des œillets renverse la dictature Salazar et déclenche l'indépendance immédiate de l'Angola. Le 11 novembre 1975, le MPLA d'Agostinho Neto, soutenu militairement par l'Union soviétique et Cuba, prend le pouvoir et fonde à Luanda la République populaire d'Angola. Agostinho Neto devient président de la République. C'est une victoire de l'Union soviétique qui rêve de dominer l'Afrique australe. Expulsé du pouvoir, Jonas Savimbi, leader de l'UNITA, organise une résistance immédiate, appuyée par les États-Unis à travers l'Afrique du Sud et le Zaïre. Les troupes zaïroises et sud-africaines qui convergent vers Luanda sont repoussées par l'armée gouvernementale et les Cubains. L'Angola devient un enjeu fondamental de la guerre froide. J'étais étudiant à cette époque. Je ressentais l'Angola comme une chose très chère, une chose à nous qui nous appartenait, et je ne pouvais pas admettre que la patrie puisse être violée. Donc, je me suis porté volontaire dans les forces armées. Je suis entré dans l'armée à l'âge de 16 ans. J'ai été intégré dans un escadron d'artillerie et nous sommes partis au front nous battre contre les Sud-Africains. En avril 1975, le président Neto proclame la naissance des forces navales et aériennes angolaises. Le pays a besoin de pilotes. Jouan part en Union soviétique, dans une académie militaire. Il deviendra pilote d'hélicoptère en 6 mois. Nous sommes revenus avec à peine 60 heures de vol, ce qui est très peu. À notre retour en Angola, le concept de force aérienne n'existait pas. Il n'y avait pas de législation, pas de cadre, c'était quelque chose de nouveau. Sans avoir eu aucune préparation, nous avons été envoyés directement sur le front. Nous n'avions pas eu d'instruction de combat. Donc, en faisant beaucoup d'erreurs, nous avons dû apprendre par nous-mêmes les différentes manœuvres que nous devions faire pour nous défendre. Je me souviens qu'un jour, nous avons dû attaquer le premier congrès de l'UNITA qui se tenait au sud du pays. L'état-major avait demandé que l'on transporte 24 soldats dans chaque hélicoptère. Avec le carburant, les roquettes et les 24 soldats à bord, nous n'arrivions pas à décoller. On ne comprenait pas. On savait qu'il n'y avait que 24 hommes à bord. Nous avons dû les faire sortir, un à un, jusqu'à ce que nous puissions redécoller. Nous sommes arrivés à 15. C'était le nombre d'hommes que nous pouvions réellement transporter. C'est un exemple de la manière dont on passait de la théorie à la pratique en apprenant par nous-mêmes sans personne. Gemini 680, boa tarde. Luanda 1335, manter 290, estamos a estimar o... Nous allons à Nzage. Nous allons atterrir sur une piste défoncée en terre, celle de la mine de diamants de Nzage. Pour les mines, nous transportons de tout, de la nourriture, du carburant, de l'huile.
La piste de Nzaj n'est pas faite pour recevoir des Boeing et des avions aussi lourds. Du coup, elle est abîmée, caoutteuse. La piste mesure 1800 mètres. C'est un peu court pour ce genre d'avion. Two green, 5, left 5. Okay, confirm sol nível. 15 green light. Gear is down in 3 greens. Flaps 25? Right, 25. Okay, flaps 25. Having check. Casagem, 680 está na final da 26. 80 autorizado a aterrar na 26 usai. 500 barometric. Zero usai, back track aprovado. 200. On the runway. First line. Your control. I have control. Nous sommes dans un pays où l'infrastructure aéronautique est complètement dégradée. Nous atterrissons sur des pistes qui ne serviraient même pas à des voitures. Il y a souvent des trous. Nous devons slalomer pour éviter ces trous. Nous n'avons pas de marge d'erreur, soit au moment de l'approche, soit au moment du freinage. Ce sont des conditions qui ne sont pas acceptables dans d'autres endroits. Il y a 2 ans, j'ai volé sur cet appareil de Miami à Luanda pour TAC Charter. C'est dommage. C'était un accident à l'atterrissage. L'histoire, c'est que le premier officier qui pilotait l'appareil n'était pas vraiment compétent pour ce type d'avion. Et il n'avait pas volé sur cet appareil depuis longtemps. Ils disent qu'ils ont eu un problème avec le siège. Au moment de l'atterrissage, le siège a basculé en arrière. Alors, le pilote s'est agrippé aux manches et il a tiré dessus, l'avion s'est cabré et boum, il s'est écrasé sur la piste. C'était un bon appareil. C'est triste de voir comment ça s'est terminé. C'est la fin de l'avion. Durant toutes les années 80, l'UNITA entreprend de violentes interventions pour déstabiliser le pays et resserrer son étau sur la capitale, avec l'appui indéfectible des États-Unis. En face, les Russes s'investissent de plus en plus dans le conflit, par le truchement de Cuba. 60 000 militaires cubains sont présents sur le sol angolais.
Au sud du pays, les brigades mécanisées cubaines écrasent l'armée sud-africaine à Cuito Cuanavale. C'est la plus grande bataille d'Afrique. Moi et mes copains, quand nous avons commencé la lutte avec les hélicoptères, nous avons donné le maximum de nous-mêmes en croyant que nous éradiquerions cette situation en l'espace de 5 ans. À un moment, la situation de l'Angola était sous notre contrôle. Et c'est après que cela a commencé à s'effondrer lentement. On s'est rendu compte que cela se dégradait et il y a eu des déceptions par rapport à nos aspirations. À un moment, j'ai décidé que cela suffisait. Je ne voulais plus continuer dans le monde militaire, mais rejoindre le monde civil. La guerre ne semble pas vouloir prendre fin, financée par le pétrole et l'industrie diamantifère qui tourne à plein régime. Dans le complexe minier de Katoka, on produit 70% des diamants extraits en Angola. C'est un gisement primaire, constitué d'une cheminée volcanique d'énormes dimensions, la 4e au monde. Elle représente une réserve de 133 millions de carats. 1000 mètres de diamètre, 75 mètres de profondeur, elle sera creusée jusqu'à 600 mètres de fond sur une période de 40 ans. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un balai incessant de pelleteuses et de camions extrait la terre précieuse. Chaque jour, la mine consomme 50 000 litres de fioul pour alimenter les engins d'extraction et les groupes électrogènes qui lui fournissent le courant. Encore faut-il qu'elle puisse être ravitaillée. Elle est isolée comme une île à 1000 km de la capitale et toutes les voies de communication ont été détruites. Profitant de ces conjonctures, quelques aventuriers bien décidés à faire fortune en prenant tous les risques ont créé des compagnies aériennes hors normes pour approvisionner les mines en carburant. Avions de ligne déclassés au siège passager supprimé, ils ont été recyclés en tankers. Équipés de cuves fixes ou mobiles, ils peuvent transporter 17 000 litres de carburant à chaque vol. Transafrique, fondée en novembre 1985, est la compagnie pionnière du genre. Sa philosophie se résume en un slogan, devenu mythique sur les aéroports du continent noir. Seuls les plus coriaces survivent. Après 7 ans passés dans l'armée, Juan entre chez Transafrique. Il y restera 15 ans. En temps de guerre, dans un pays plein de missiles, transporter du carburant, c'est comme voler dans une bombe. Parce que l'aviation était le seul moyen de communication et nous étions des cibles. Même en temps de paix, le carburant étant inflammable et l'avion rempli de composants électriques, en cas de fuite, un court-circuit serait dramatique. Ce n'est pas quelque chose d'agréable à transporter. Good, sync is good. 100. Brake lights. I have control. 80.
3 fois par jour, le tanker se pose sur la piste qui jouxte la mine. Le carburant est pompé par un camion-citerne, puis redistribué aux groupes électrogènes qui fournissent le courant à la fabrique. La technologie est russe pour concasser, projeter, laver, trier, scanner les pierres avant qu'elles n'arrivent enfin au Saint des Saints, le centre de triage des diamants bruts. Katoka traite 400 tonnes de minerais à l'heure et produit annuellement 2 millions de carats qu'elle vend $150 le carat. Pendant la guerre, un pont aérien incessant relie une dizaine de mines à la capitale. À $10 000 le vol, le business est juteux. Un vieux Boeing, acheté pour $1 million, est amorti en un mois. À Transafrique, on n'avait pas de limite. On gagnait en fonction de l'heure volée. Plus on volait, plus on gagnait. Il m'est arrivé de voler 300 heures par mois, ce qui est complètement inimaginable dans le monde de l'aviation. Mon record, ça a été de rester 3 jours sans sortir de l'avion. C'était un effort énorme que j'ai dû apprendre à maîtriser. La quantité d'argent que l'on pouvait gagner en heures de vol était unique au monde. Je me souviens de commandants de bord qui arrivaient à gagner $20 000 par mois. C'était des gens de réputation internationale. Certains d'entre eux avaient fait le Vietnam. C'était des cow-boys, comme on les appelait dans l'avion. Before take-off checklist, windows. Check on the right. Ignition and J'ai beaucoup appris avec eux. Nous avons volé dans des conditions très difficiles. C'est donc toute ma formation. Être pilote chez Transafrique à cette époque, et dans ce pays surtout, c'était quelque chose de distinctif, quelque chose de presque mythique. Stand by here. Check time. Pendant la guerre, on a eu pas mal d'avions qui ont été pris pour cible. Il y en a un qui s'est bien fait toucher par un missile qui a explosé dans le moteur numéro 2. C'était très stressant de faire ce genre d'opération dans ce type d'avion. Le risque était très grand, mais pour survivre, nous devions le faire. En 1990, après 15 ans de guerre civile, la situation socio-économique du pays est désastreuse. Le bilan humain, catastrophique. En 15 ans, le conflit a fait 500 000 morts. 12 millions de mines restent disséminées sur les routes et dans les terres. La famine règne à l'intérieur du pays. Malgré ses richesses, l'Angola devient totalement dépendant de la charité internationale. Transafrique ajoute les organisations humanitaires à la liste de ses clients.
La flotte d'avions s'agrandit. Des équipages viennent du monde entier prendre leur dose de fric, de sueur et d'adrénaline. J'aurai 61 ans le mois prochain et je vais prendre ma retraite à 65 ans. Je viens d'Angleterre et je suis né en Angleterre. J'ai servi 12 ans dans la Royal Air Force et j'ai rejoint les forces aériennes sud-africaines où j'ai servi encore 12 ans en volant sur des Hercules. Et puis j'ai atterri ici, en Angola. C'est un pilotage différent. Tu pilotes vraiment l'avion. Tu le contrôles, sans autre aide que la navigation par satellite. Il n'y a pas de radar ici, pas de contrôleur aérien. Tout se fait par ce qu'on appelle l'autocontrôle. C'est beaucoup plus physique que de piloter un Boeing 747 entre Londres et Johannesburg, où la plupart du temps tout est automatisé. Ici, nous pilotons vraiment l'avion. En fait, c'est plus excitant. Et pour être vraiment honnête, la paye est meilleure. Pendant la guerre, les villes qui étaient assiégées avaient besoin d'un soutien en matière de nourriture, de carburant, de tout. Il y avait aussi beaucoup de mouvements de population entre les villes et de réfugiés qui avaient besoin d'être évacués des villes assiégées. C'était le travail que faisait cette compagnie aérienne, tout en assurant le soutien à l'industrie minière qui fonctionnait toujours. C'était une époque intéressante. Beaucoup de gens ont beaucoup appris. C'était à la fois fascinant et triste, particulièrement avec les réfugiés. Parce que tous les gens ne pouvaient pas s'en aller. Ils avaient besoin de se sauver, ils voulaient se sauver, mais nous ne pouvions pas emmener tout le monde. Parce que Luanda, la capitale, aurait été une ville surpeuplée. All right, you have it? Let's go. Made lights out. 5,000. 7. 10,000. Stable. I shall give it a couple more years and retire.
J'ai encore quelques années à faire avant la retraite. J'ai un pub en Angleterre que je tiens avec mon fils. Peut-être que je devrais prendre ma retraite dès maintenant pour m'occuper de cette affaire. Le pub se trouve au sud d'Oxford, dans une petite ville qui s'appelle Blueberry. En 1991, les accords de Bicesse instaurent le multipartisme et la tenue d'élections sous le contrôle des Nations Unies. Les 29 et 30 septembre 1992, le peuple angolais vote pour la première fois de sa vie. Mais l'accalmie est de courte durée. Le scrutin est entaché d'irrégularités dans les deux camps, sous l'œil impuissant des Nations Unies. Les résultats donnent la majorité au parti gouvernemental. Dénonçant la fraude massive et généralisée, l'UNITA refuse de s'incliner. La guerre entre dans la capitale, jusque-là épargnée. Deux ans plus tard, un nouvel accord de paix est signé à Lusaka. Jonas Savimbi ne signera pas lui-même l'accord. Il se fera remplacer par un secrétaire. Tandis que les mutilés de guerre s'entraînent avec leurs prothèses, les businessmen du monde entier se bousculent dans les grands hôtels pour profiter des richesses du pays. À la faveur du processus de réconciliation, l'économie commence à se libéraliser, même si la guerre larvée se poursuit. João saisit sa chance. Financé par une banque portugaise, il crée Air Gemini, une nouvelle compagnie aérienne avec Jean-Pierre, un ami français, chef mécanicien chez Transafrique. Première étape, acheter des avions. Ça, c'est des avions à vendre. Il y a 1612 avions, partout dans le monde. Toutes les marques, ça, c'est que des avions de transport, des jets. La bonne affaire se trouve au Brésil, à Rio de Janeiro. 3 Boeing 727 pour 3,5 millions de dollars. Quand on achète des avions comme ça, qui sont usagés, assez anciens, les conditions de vente sont très simples. C'est ce qu'on appelle as is, where is. C'est-à-dire dans l'état où ils sont, à l'endroit où ils sont. L'état du fuselage est excellent. Il n'y a pas de plis, pas de ce qu'on appelle des wrinkles, des déformations de tôle. La peinture est sale, mais la tôle elle-même est très, très droite. Elle a toujours sa forme d'origine. Apparemment, l'avion n'a pas souffert de trop d'atterrissage dur. C'est un avion qui a une bonne charge utile. Il décolle court, il se pose court. Et puis il a 3 moteurs, c'est quand même un avion fiable et sûr pour ce genre d'opération. C'est un avion idéal pour faire du transport de fret. Et le moins cher. Et ici, on a un petit problème. La corrosion de surface, c'est pas très dur à corriger. Ça demande un polissage. Je pense que c'est pas un problème. Trois nouveaux vieux Boeing fraîchement repeints débarquent sur le tarmac de l'aéroport de Luanda. L'objectif, concurrencer Transafrique sur le marché du ravitaillement des mines diamantifères.
Ces avions-là ont pratiquement tous excédé la durée de vie prévue par le fabricant, et de loin. Nos avions sont de 1966 et 1967. Ils vont arriver à 40 ans. Ils vont arriver à 40 ans sans problème. Les avions qui volent en Angola et en Afrique en général sont des avions qui ont été plus ou moins déclassés dans les pays occidentaux. Ils deviennent tout de suite un bon candidat pour l'Afrique et l'Amérique latine. Rentre les volets. Volets rentrés. Attention, les volets ne rentrent pas. Volet 2 degrés. Volet 2 degrés. Rentre les volets. Volets rentrés. Ça ne marche pas. Regarde dans le manuel de vol s'il n'y a pas une autre solution pour rentrer les volets. On va essayer encore une fois de rentrer les volets à 15 degrés. Et s'il te plaît, fais-le rapidement. Volet 15. 15. Alors? Non, non, ça ne marche pas. Putain de merde. Préviens qu'on va faire demi-tour et qu'ils préviennent la maintenance. Prévenez la maintenance. Ça a vraiment pas de couilles. Oh, bah ça va, on peut se tromper. T'as pas été formé pour venir faire des conneries ici. Il y a toujours eu ce problème sur cet avion. Avant de partir, tu te souviens? Tu étais là. J'ai demandé où en était le problème de volet sur cet avion. C'est peut-être un problème de câble. Je ne pense pas. On a beaucoup de casses. On a des problèmes d'approvisionnement. Pour acheter une pièce, c'est difficile. En attendant, il faut trouver un moyen. Une solution plus ou moins acceptable. Démonter quelque chose qu'on ne devrait pas démonter pour le réparer nous-mêmes. Je dirais pas que, bon, on expérimente, mais enfin, c'est pas trop loin de ça, quand même. Le système politique vit une transition évidente. Nous sortons d'un système de monopartisme pour rentrer dans un système démocratique. Cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de problèmes, de lacunes. C'est le désordre total. Les mentalités n'ont pas encore changé. L'économie du pays est paralysée par la corruption et l'enrichissement illicite des élites politiques et militaires. Certains continuent de gérer le patrimoine de l'État comme un patrimoine propre. Je ne sais pas comment certains de mes anciens collègues des forces armées disent avoir aujourd'hui 10 ou 15 millions sans avoir travaillé et sans faire d'efforts. Comment ont-ils fait pour recevoir cet argent? Qu'est-ce qui a déclenché cet état de grâce?
la zone militaire de l'aéroport, l'armée angolaise s'est associée avec des compagnies civiles russes pour faire du commerce. Des Ilyushin 76 et des Antonov surchargés de marchandises vont et viennent sous l'œil bienveillant des militaires angolais. Il y a des avions, des Antonov, qui ont été interdits de voler dans le pays. Ces avions se sont entre-temps fait immatriculer sous le régime militaire. Ils bénéficient du carburant des forces armées, ils ne répondent à aucune législation et travaillent sur le marché civil en cassant les prix. De plus, ces avions sont certifiés pour transporter 12 tonnes. Et tout le monde sait qu'ils en transportent 26. L'avion transporte le double de sa charge pour moitié prix. Le 22 février 2002 restera une date importante en Angola, celle de la fin d'un calvaire. La mort de Jonas Savimbi, abattu par l'armée gouvernementale, met fin à 27 ans de guerre civile. La paix définitive semble installée pour de bon. Avec la réouverture des routes et la libre circulation, le transport routier, moins cher, reprend ses droits. Les camions-citernes roulent à nouveau vers les mines. Mais pour les compagnies aériennes, c'est un marché qui s'effondre. À l'occasion de son 5e anniversaire, Air Gemini pense à la suite. Aujourd'hui, dans le secteur de l'aviation, les entreprises ferment de partout. Nous avons des problèmes. Je ne sais pas si vous savez, mais certains chez nous ont déjà subi des baisses de salaire de 40 à 50%. Mais nous pouvons maintenant faire un autre bond. Le marché que nous connaissons depuis 5 ans, vous depuis 15, est terminé. Il s'agit d'un marché où il faut aller chercher les passagers. C'est aussi simple que ça. Sinon, nous finirons comme les autres compagnies. Si on ressort les sièges pour remplacer les cuves de carburant, Juan troque sa combinaison de vol contre un uniforme. Dans ce secteur, tout est nouveau pour nous. Nous n'avions pas l'expérience. Nous n'avions pas l'habitude de gérer des problèmes d'enregistrement, des problèmes d'uniforme, des problèmes d'hôtesse, de repas. On a dû apprendre, se renseigner auprès d'autres compagnies, comparer leurs résultats et définir notre ligne de conduite. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Just a few comments about our trip. We're flying about 29,000 feet altitude, and the weather has been good, fairly good, as the cold season has just started. And I hope you enjoy the flight, and thank you to choose Air Gemini as a company to fly. Thank you very much. Le fret pour nous c'est plus simple, ça ne parle pas. Donc il n'y a pas de réclamation sur la façon dont on travaille. Tandis que les passagers c'est plus délicat. Nous pouvons être sujets à des critiques. Le transport de passagers nous demande plus de responsabilité et d'attention. C'est une aventure aussi intéressante que
boucher le trou de balle sur un avion, ce qu'on a fait pendant des années. Maintenant, notre problème, ça va être comment maintenir un avion en état pour garantir la sécurité des passagers et continuer à voler sur cette piste-là. On runway. 10. Reverse lights. Air control. Full spot then. Ça, c'est une piste, ici. Avec le poids de l'avion, si tu passes sur un caillou comme ça, tu éclates un pneu facilement. Et quand tu éclates un pneu, tu abîmes les volets, les capots, les carénages et les moteurs. Tu peux avoir de gros dégâts. Donc nous devons atterrir de ce côté de la piste pour éviter ça. Et ensuite nous devons dévier pour éviter les autres trous plus loin, et ainsi de suite. J'ai conscience qu'à plusieurs moments de ma vie, j'ai pris des risques. Mon avion a déjà été touché par des tirs. Ils sont passés à quelques millimètres de ma tête et ont laissé leurs traces sur l'appareil. J'ai souvent été touché, mais jamais abattu. En tant que pilote, je ne me sens pas aujourd'hui complètement réalisé avec un avion obsolète, le Boeing 727, qui date des années 60. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup voler avec un 747 ou un 777, des avions de la nouvelle génération. Je crois que je n'en ai pas encore assez profité. Mon caractère aventurier n'est pas satisfait. Je ne suis qu'à 50% de mon potentiel. Reverse lights. Maintenance. My control.